On le sait que le plastique, il est dans les océans. Et si on ne mettait pas cette énergie à le chercher, on ne pourrait pas faire prendre conscience au grand public de cette problématique-là. D'un côté, on est hyper excité de trouver ces zones parce que voilà, on est allé chercher quelque chose dans une mission d'exploration, on le trouve. Mais après, effectivement, il y a le retour de bâton qui nous fait prendre conscience que ce qu'on a trouvé, c'est catastrophique. La traversée de l'Atlantique à la rame, une course en solitaire de 4700 km qui relie Saint-Louis au Sénégal à Cayenne en Guyane. Un face-à-face avec l'océan, sa beauté, ses humeurs et son immensité. Patrick Dexon, navigateur et membre de la Société des explorateurs français, tente l'aventure en 2009. C'est pendant cette traversée que Patrick constatera l'omniprésence des déchets plastiques au cœur même de l'Atlantique. Il se fixera un nouveau défi. Explorer les océans et témoigner. Communiquer sur une réalité trop éloignée du regard des hommes. L'océan est si vaste que nous l'imaginons invulnérable et aux ressources inépuisables. Pourtant, ce que nous jetons ici dans nos villes ou nos campagnes ne cesse de s'y accumuler. Abandonnés ou jetés sur les trottoirs ou dans la nature, les objets en plastique, souvent très légers, sont transportés par les fleuves, les rivières ou les vents et finissent par rejoindre la mer. 80% des déchets que l'on retrouve dans les océans proviennent des continents. Aujourd'hui, moins de 10% des déchets plastiques sont recyclés. Tous les ans, ce sont plus de 6 millions de tonnes de plastique qui se déversent dans la mer. En 30 ans, le nombre d'emballages plastiques a été multiplié par 30. Les 1000 milliards de sacs plastiques distribués chaque année dans le monde servent en moyenne 20 minutes avant de devenir des déchets. Souples ou transparents, beaucoup seront confondus avec de la nourriture. Cette année encore, 100 000 mammifères marins ou tortues et plus d'1 million d'oiseaux périront par obstruction du système digestif ou par asphyxie. Ces images n'ont rien d'anecdotique. C'est de Guyane où il vit que Patrick Dexon mènera ses premières actions. Il fonde OSL, Océan Scientifique Logistique, une association dont le but est de promouvoir l'étude et l'enseignement du milieu marin. Très vite, elle deviendra un creuset pour les chercheurs et les amoureux de la mer. En 2012, il se rend à Long Beach en Californie et rencontre Charles Moore, celui qui fut le premier à tirer la sonnette d'alarme sur la pollution des océans par les particules de plastique. En 2013, accompagné de la biologiste Claire Pusineri et de Swazi Clardeux, une photographe, il se lance dans le Pacifique Nord à bord d'un voilier. Une première expédition d'études sur la présence du plastique dans les océans. Les innombrables déchets flottants rencontrés et la quantité de microparticules de plastique prélevées vont renforcer sa détermination. Patrick parviendra à lancer son premier cri d'alarme. Le 7e continent, c'est notre mot du jour. Il s'agit d'une énorme masse de déchets plastiques flottant dans le Pacifique Nord. Pour la première fois, une expédition de scientifiques français est partie le 20 mai dernier. Le 7e continent, ces déchets plastiques charriés par les courants océaniques et qui ont fini par former une masse dans le Pacifique Nord. C'est pas spectaculaire comme la fonte des glaciers ou le réchauffement climatique, mais par contre, on voit l'impact du plastique au milieu de nulle part. On est quand même à 2000 km des côtes de Californie ou d'Hawaï, on est au milieu de nulle part. Et là, l'homme a réussi quand même à polluer son environnement. Les déchets plastiques déversés dans la mer entament une longue dérive. Sous l'effet de la rotation de la Terre, les courants marins créent ce que l'on appelle des gyres océaniques. Ces énormes tourbillons tournent dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord et en sens inverse dans l'hémisphère sud. Tôt ou tard, les déchets plastiques se retrouvent piégés dans ces gyres. Après son expédition dans le Pacifique Nord, Patrick s'apprête à explorer le gyre de l'Atlantique Nord.
À lui seul, il s'étend sur une superficie équivalente à 2 ou 3 fois celle de la France. L'explorer dans sa totalité demanderait des mois, voire des années. Certaines études démontrent que les objets flottants ne se retrouvent pas forcément en plus grand nombre au centre de ces géants. Alors, où chercher pour y trouver la plus grande concentration de plastique ? C'est en métropole, à Toulouse, que Patrick trouvera un moyen de mieux cibler ses zones de recherche. À l'aide de supercalculateurs, les ingénieurs de Mercator Océan réalisent des modèles de prédiction de l'état de l'océan en y intégrant des données pouvant remonter jusqu'à 20 ans dans le passé. Patrick va tout particulièrement s'intéresser à une simulation montrant la dérive des particules dans l'Atlantique Nord. Cette animation nous montre comment un objet flottant va y dériver sur une période de 10 ans. Cette grande circulation piège les plastiques qui flottent et en amont de l'expédition, pour essayer de localiser où se situent ces plastiques, on a initialisé par bande de latitude en mettant un point de couleur dans chaque maille du modèle. Et on peut voir donc que la circulation tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc la couleur des particules permet de voir de quelle bande de latitude venaient les particules. Et donc voilà, tout s'accumule dans cette zone-là où les déchets risquent d'être piégés par les courants. Notre environnement, c'est primordial. Donc c'est tout le sens de cette expédition et Mercator Océan s'inscrit là-dedans. Il y a quelque chose qui est d'un autre ordre, qu'il ne faut pas négliger aussi, c'est qu'il y a une performance sportive derrière ça. Et donc il y a des gens, des pionniers qui y vont et qui prennent un risque pour ça. Et c'est extrêmement motivant pour les océanographes et les prévisionnistes de Mercator Océan d'être associés à ça, de vivre en fait par procuration un petit peu, mais en lien direct, cette aventure-là. La fonte des glaces ou le réchauffement des océans est perçu par les satellites. Le bouleversement climatique est aujourd'hui connu de tous car il est visible. Voir la pollution plastique depuis l'espace permettrait certainement d'éveiller les consciences. Mais à l'heure actuelle, les satellites ne savent pas détecter sa présence dans les océans. Patrick et son équipe vont bénéficier de l'appui du CNES et de l'Agence spatiale européenne afin de mener des expériences qui pourraient apporter une avancée dans ce domaine. La bouée gyroplastique développée par les élèves ingénieurs de l'ICAM va transmettre des données telles que la température de l'eau, sa salinité, la présence de phytoplancton et de particules de plastique sur une colonne d'eau de mer de 15 mètres. Ces mesures prises sur le terrain permettront peut-être d'apprendre aux satellites à reconnaître la présence de particules de plastique dans les océans. Ariane sera en contact avec l'équipe sur le bateau pour communiquer les données météorologiques et océaniques qui aideront à la navigation. Elle sera aussi chargée de transmettre les coordonnées des rendez-vous avec les satellites pour les prises de vue photo et laser depuis l'espace. Contrairement à une idée reçue, les plastiques ne sont ni inertes ni passifs. Tout au long de leur parcours qui les mène de la Terre vers la mer, les déchets plastiques vont fixer et accumuler les polluants organiques et les métaux lourds. Ceci est une photographie au microscope électronique d'un fragment de plastique neuf. Voici le même type de plastique retrouvé dans l'océan. Il commence à se briser sous l'effet de l'érosion, dû au rayonnement solaire, au vent et aux vagues de la mer. En se fractionnant toujours davantage, ils finissent par atteindre des tailles infinitésimales au point d'être absorbés par le zooplancton. Voici une autre photo du même type de plastique après une longue migration dans l'océan. Une multitude de micro-organismes s'y est développée. Ce phénomène de colonisation est encore mal connu. Alexandra Terral est chimiste au CNRS de l'université Paul Sabatier de Toulouse. Elle étudie la pollution qui est transportée par les particules de plastique et s'intéresse à cette vie qui semble les coloniser. Afin de mesurer la pollution due aux déchets plastiques, Alexandra a développé des capteurs uniques à base de gel qui vont concentrer les polluants présents dans l'eau de mer. Une seule de ces pastilles présente une surface totale de captation équivalente à un court de tennis. Emprisonnées dans des boules à thé, elles seront plongées dans la mer et concentreront les molécules ou autres composés chimiques que le plastique pourrait diffuser dans les océans. Pour Patrick, ces petites pastilles vont jouer un rôle essentiel. Elles permettront de mieux savoir ce que les déchets plastiques véhiculent avec eux et l'action qu'ils peuvent avoir sur les écosystèmes marins.
L'expédition 7e continent partira de Martinique. Toute l'équipe s'est donné rendez-vous au port du Marin. Le Guy-à-Voile, catamaran de 18 mètres de long, embarquera les 9 membres de l'expédition pour une mission en mer de 3 semaines. Nous retrouvons Claire Pusineri, qui avait participé à l'expédition dans le Pacifique Nord, en compagnie d'Alexandra Terral, en plein rangement de ses outils de recherche, bien loin de son laboratoire à Toulouse. Moi, j'ai l'habitude de travailler au laboratoire. Je ne suis pas un chercheur qui fait des campagnes sur le terrain, donc c'est nouveau pour moi. J'ai un peu réfléchi avant de partir sur un bateau 3 semaines, parce que je n'avais jamais vécu ça. J'étais vraiment très préparée pour l'aspect scientifique. Et pour la partie aventure, j'avais pas forcément réfléchi. Alors que Patrick organise le planning journalier des différentes manipulations scientifiques, Fred Lachaud, le capitaine du Guy-à-Voile, s'imprègne des outils et des méthodes de travail des scientifiques. Le Guy-à-Voile devra naviguer en continu afin d'atteindre le gire dans un délai raisonnable de 3 ou 4 jours. Fred devra concilier les impératifs de progression du bateau avec les baisses de régime, voire les arrêts occasionnés par les prélèvements en mer. Chris Lemens représente l'Agence spatiale européenne. Il effectuera des mesures sur l'océan et l'atmosphère à l'aide de différents appareils dont un radiomètre spectral et une caméra thermique. Ces données seront recoupées avec les images satellites qui seront prises durant l'expédition. Laurent Morisson est le second du capitaine. Skipper confirmé, il est déjà à l'œuvre pour aider à tester le matériel des scientifiques. Cette expédition a pour lui un sens bien concret qu'il exprime avec métaphore. Déjà, on voit sur les plages qu'il y a pas mal de plastique rejeté par la mer. Donc voilà, ça me permet de faire un plus, d'en savoir plus sur ce plastique qui au final nous entoure. On est quasiment emballé, quoi. Les communications, une fois au large, seront plus restreintes. Patrick et Fred profitent d'être à terre pour obtenir les dernières estimations sur l'horaire et le point GPS du premier rendez-vous avec le satellite Pléiade. Et oui, on se prépare au départ, donc on ferme tout. Marie-France Bernard est biologiste et monitrice de voile. Elle pourra donc participer au quart du bateau, aux manipulations scientifiques et sera responsable du volet pédagogique. C'est elle qui rédigera le journal de bord de l'expédition. J'ai toujours rêvé en fait de participer à des expéditions. Cousteau était mon modèle quand j'étais adolescente et jeune adulte. Il l'est toujours d'ailleurs aussi. Mais du coup, c'est une sorte de rêve qui se réalise de pouvoir faire ce genre de choses. Claire, Alexandra et Laurent vont tester un des 2 filets à plancton, communément appelé filet Manta. Ces filets permettront de filtrer l'eau de mer et de recueillir les particules de plastique présentes à la surface de l'eau. Ils seront traînés par le catamaran tous les jours pendant 1 heure. Ce sont, en quelque sorte, les outils qui révéleront la présence de plastique difficilement visible à l'œil nu. Claire, qui était aux côtés de Patrick en 2013 dans le Pacifique Nord, pourra mettre à profit son expérience. Avec un effectif réduit et des moyens plus restreints, cette expédition avait surtout permis de médiatiser en France le fléau du plastique dans les océans. Donc le volet scientifique, ça a été un demi-succès et on avait justement envie d'aller plus loin, en particulier pour ce volet-là. Donc c'est ce qui m'a poussé à partir. Et ce qui m'a aussi poussé à partir, c'est le personnage Patrick, parce que quand Patrick vient te voir, il te dit « Claire, j'ai besoin de toi ». Non, c'est pas comme ça, c'est « Claire, j'ai besoin de toi ». Et bah tu peux pas dire non, voilà. Habitant des mers, Romain vit sur un voilier avec sa femme et ses 2 enfants. Marin expérimenté certes, mais ce sont pour ses talents de cuisinier qu'il embarquera. Il sera le Bosco de l'expédition. L'océan, c'est un peu ma maison. J'habite dessus, c'est mon aquarium à moi, c'est ma piscine à moi, c'est la baignoire des enfants. Et naturellement, ça devient quelque chose auquel on s'attache. Et quand on apprend qu'il y a une expédition qui part comme ça et qu'on la touche du doigt, parce qu'on connaît l'explorateur, on connaît les gens qui partent, on connaît le bateau, on se dit, on entrevoit la possibilité d'en être. Si on nous propose de partir, naturellement,
jackpot, banco, tout de suite. 5 mai 2014. Le Guillavol quitte le port du Marin en Martinique. Cap sur le GIR de l'Atlantique Nord. L'itinéraire établi en se basant sur les modèles réalisés par Mercator Océan mènera cette expédition au cœur de la mer des Sargasses, une partie de l'océan depuis toujours peu fréquentée. Le manque de vent, dû aux hautes pressions, a eu au fait de décourager les marins de s'y aventurer. C'est donc là où notre regard ne se porte pas que le plastique semble se concentrer. L'expédition 7e continent s'y dirige tout droit pour observer, quantifier, qualifier et surtout témoigner. Le jour se lève alors que le Guillavol se dirige vers le point GPS du premier rendez-vous photo prévu avec le satellite Pléiade. Une expérience inédite qui associe les images satellites aux prises de mesures sur place. À l'aide des données récoltées en mer simultanément, les satellites pourraient peut-être apprendre à détecter le plastique depuis l'espace. Non, on est un peu décalé parce que on a reçu le point de la photo un peu tard, mais c'est normal, hein, c'est les premiers rendez-vous. Donc on va lâcher la grande voile là, et puis on va accélérer le bateau. Après on a une marge de 5000, ce qui équivaut à 10 km. Et c'est très important d'être sur la photo pour corréler les images avec l'environnement. Attention, 5 minutes avant la photo. 5 minutes. Avant la photo, 2 minutes. L'équipe se réunit sur le pont pour former une étoile. Une petite chaîne humaine en plein milieu de l'océan. D'une résolution de 70 cm par pixel, avec un champ de vue de 20 km, cette photo représente à elle seule le génie humain. Ce rendez-vous entre un satellite placé à 700 km d'altitude et le Guillavol, naviguant en plein Atlantique, donne de réelles perspectives de recherche pour identifier le plastique dans les océans. Alors que Chris effectue les mesures de radiométrie et de rayonnement infrarouge sur l'air et la mer, le reste de l'équipe procède à la première mise à l'eau des filets Manta et de la bouée gyroplastique. Ils seront traînés à faible allure pendant 1 heure. Le GIR est encore à 2 ou 3 jours de mer, mais il est important d'obtenir des mesures tout au long du trajet. Cela permettra de connaître l'évolution des quantités de plastique et de mieux définir les zones à forte concentration. Il y a 11 400 litres qui sont passés dans le compteur. Et du coup, il faudrait qu'on calcule combien il y en a qui sont passés dans les filets.
Ouais, on est un peu surpris parce que là on est en dehors des prévisions de Mercator sur la dérive des plastiques. Et on a quelques petits morceaux quoi. Donc qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? On n'est même pas dans le gire quoi. On est à 670 000. Là on est en train de récupérer les bactéries qui sont dans l'océan. Et pour ça, on va réaliser des filtrations successives. On va filtrer au-dessus de 5 microns, comme ça on va enlever tout le zooplancton, toutes les particules, enfin tous les gros objets. Ça c'est la première fois. Et donc les bactéries restent dans l'eau de mer, mais débarrassées de tout le reste. Et ensuite on filtre sur du 0,2 micron. Et là on va capturer toutes les bactéries sur le filtre et ensuite on va analyser ça. Le Guy-à-Voile n'étant pas équipé de laboratoire, tous les prélèvements vont être échantillonnés et conservés pour des analyses une fois de retour à terre. Marie doit rédiger le carnet de bord qui sera diffusé sur le blog de l'expédition. Une tâche qui, à elle seule, représente peut-être l'essence même de cette aventure. Être sur place et communiquer au monde une réalité encore mal connue qui pourtant dépend de nos gestes quotidiens. Malgré un mal de mer qui ne le quitte pas, nous retrouvons Chris au petit matin effectuant ses mesures quotidiennes. Fred, le capitaine, est à la manœuvre pour maintenir la vitesse et le cap du catamaran. Mais les vents sont capricieux et les courants contraires. Difficile dès lors de garantir le bon déroulement de toutes les mesures et des prélèvements prévus. Des priorités doivent être établies. On travaille avec 3 satellites et apparemment sur des problèmes techniques de calage des satellites, les positions ont changé. Le problème c'est que nous en bateau, on ne peut pas réagir aussi vite qu'une voiture ou qu'un avion. Et donc on est un peu perturbé parce que ça nous allonge les distances et on a du mal à travailler après pour faire on n'a pas assez de temps pour les autres manips. Donc là on a appelé justement pour qu'ils essayent de recaler toutes les images satellites en fonction de notre vitesse. Les filets manta et la bouée gyroplastique sont lâchés. Bonne ou mauvaise mer, qu'importe. Car l'important est d'effectuer des prélèvements à intervalles réguliers pour quantifier la progression de la présence des particules de plastique. Alex et Claire notent systématiquement l'état de la mer, la vitesse du bateau et les points GPS des prélèvements. Un objet flottant attire l'attention de l'équipage. Peut-être un premier macro-déchet. Ce terme désigne les déchets abandonnés issus de l'activité humaine et visibles à l'œil nu. Fred rapproche le catamaran. Mais il faut se méfier, car il s'agit vraisemblablement d'une perche de filet dérivant, dont les mailles pourraient s'accrocher aux hélices du bateau. Essayez de tirer par le mât, si on a vu. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de dorade coryphène en dessous là? Rien vu. Une prise qui soulève une autre problématique, celle des espèces déplacées à cause de l'activité humaine. Tout objet flottant se retrouve tôt ou tard colonisé par une faune ou une flore marine. Ce ver marin semble appartenir à l'espèce des Chloeia flava, communément appelée ver de feu. Cette perche n'est manifestement pas son habitat habituel. Il vit d'ordinaire près des récifs. On parle aujourd'hui de plastisphère pour évoquer l'écosystème qui se développe sur les déchets plastiques. La colonisation des plastiques par des organismes marins est un phénomène encore mal connu. Ces déchets colonisés peuvent être des vecteurs de transmission de bactéries et de microbes. Ils pourraient alors déplacer des espèces et mondialiser des épidémies à travers l'immensité des océans. Les graines et les courtes tiges de sargasses piégées par les filets manta
confirme le bon cap. La mer des Sargasses, qui tient son nom de ces algues qui y flottent et s'y accumulent, se trouve au cœur du gire de l'Atlantique Nord. C'est une des rares mers du globe à ne pas avoir de côte. Alors qu'Alexandra mesure le pH de l'eau de mer, Marie observe l'échantillon d'un des filamenta. À première vue, peu de plastique. Mais, à y regarder de plus près, ce sont pas moins de 50 fragments de microplastique qui y seront dénombrés. Les vents changeants imposent à Fred de changer constamment de voile afin de maintenir l'allure du catamaran. Aidé de Laurent et de Romain, le Genneker, cette voile qui permet de naviguer à faible vent, est enroulée. Fred appose sa main sur le mât. A-t-il une intuition? Pourtant, à cet instant, rien ne laisse présager des événements à venir. La nuit tombe sur l'océan Atlantique. On a su tous se remonter le moral les uns les autres et ça c'est puissant. Ça c'est une belle aventure humaine. Par chance, il n'y aura eu aucun blessé. Le dématage fut causé, sans raison apparente, par la rupture d'une pièce. Fred, Patrick, Romain et Laurent ont réussi le tour de force de conserver le mât du catamaran. Mais le pont du bateau est abîmé et le câble de l'antenne VHF a été arraché. Avoir le masque, Comme un plastique dans un gire. voilà. Hop. Une belle petite gaine. Non, attends, on a du scotch électrique. Ça fait plus pro. Ah ouais. Explique ta réparation. On a opéré l'antenne pour remettre un fil au bout qui s'était écourté au ras de l'antenne. Maintenant, on va essayer de la mettre en place. Et elle vient d'où cette antenne? Elle vient de là-bas, qui est le haut du mât. En fait, là, c'est le bas du mât. C'est pas la position normale du mât. Voilà. Maintenant, c'est l'arrière du mât, mais normalement, c'est le haut du mât en fait. C'est pour ça. On est allé la récupérer, puis on va pouvoir la rebrancher et pouvoir retrouver nos données AIS. Qui nous permettent de savoir, de voir les gros bateaux qui sont autour. Ok. Dorénavant, le Guy à voile doit compter sur ses 2 moteurs pour se déplacer. La quantité de carburant est toutefois insuffisante pour effectuer le trajet prévu dans le gire. Les options sont comptées. Il y a 3 possibilités de repartir et sauver la mission. Parce qu'il faut déjà travailler en amont avant d'arriver à Saint-Martin.
Et on en a trouvé 3. Donc bien sûr, la plus confortable, ça serait l'affrètement d'un nouveau navire capable de nous amener là où on veut. La réparation du bateau, qui pourrait se faire éventuellement en 1 semaine si tout le matériel est disponible et commandé à l'avance. Et la troisième solution, c'est de laisser le mât du Guy à voile à Saint-Martin, faire les réparations sommaires pour tout ce qui est sécurisation du pont et repartir qu'avec le moteur. Voilà, ça ce sont 3 options possibles. C'est quoi comme bateau? Patrick va multiplier les contacts pour trouver un nouveau catamaran. Mais rares sont les compagnies qui assurent leurs bateaux pour naviguer en haute mer. Mer des Sargasses, triangle des Bermudes, le GIR se situe dans des zones aux tristes réputations. Finalement, la nouvelle tombe. D'accord, super, je fais passer le message. Bonne nuit Gilles. La base arrière à Paris, dirigée par Gilles Broise, a trouvé un catamaran via le cluster maritime, une structure d'entraide des professionnels de la mer. Bien que n'ayant fait aucune victime, le dématage peut avoir eu un effet traumatisant, surtout sur les membres non marins de l'équipe. Patrick sait que tous ne repartiront pas. Fred devra rester à terre pour s'occuper du Guy à voile. Laurent, son second aussi. Pour le reste de l'équipe, il est encore trop tôt pour le savoir. La chance sourit à Romain. Un poisson a mordu à son hameçon. Une dorade coryphène. Pour Claire, c'est l'occasion d'effectuer des prélèvements qui permettront d'analyser l'éventuelle présence de plastique ingéré par le poisson. Foie, estomac et chair seront prélevés. Tel un bélier, le mât solidement amarré pointe la direction de la terre ferme. Le catamaran sans mât s'habille malgré toutes ses banderoles. Une façon de montrer que l'expédition continue. À l'approche des côtes, à la nuit tombante, les sentiments se bousculent. Échec, soulagement, motivation, interrogation. À la veille du rendez-vous avec le nouveau catamaran, toute l'équipe se réunit sous un kiosque. Patrick souhaite s'adresser à tous. Il n'y a pas d'amertume, c'est la personne qui ne veut pas repartir, c'est son choix. Si elle remonte sur le bateau par force, ça ne se passera pas bien. Donc il vaut mieux que ce soit la personne elle-même qui décide. Et moi, ce qui me ferait plaisir, et tout à l'heure, c'est vrai que j'en rêvais, on forme quand même une équipe formidable, et moi je me projette dans le futur, je me dis si on pouvait avoir la même équipe chaque année, ça serait que du bonheur, quoi, parce que le peu de temps qu'on a passé ensemble, il y a une osmose qui s'est créée, donc moi c'est vrai que personnellement j'aurais envie qu'on continue tous, quoi. Les membres de l'expédition vont tour à tour exprimer leurs sentiments sur la situation. Chris fera part de son malaise. Malade depuis le début, il sait qu'il ne va pas tenir physiquement. Alexandra, quant à elle, redoute un manque d'efficacité en équipe réduite. Perdre Fred, Laurent son second, et Chris revient en fait à diminuer d'1 tiers l'effectif de l'expédition. L'équipe repartira sans Fred, qui doit s'occuper de son catamaran blessé, et de Chris, trop malade en mer. Laurent, second du Guy à voile, restera, ordre du capitaine, qui a décidé de s'occuper de son bateau seul. Romain inspecte l'ensemble du gréement. Auban, flèche de mât, tout sera vérifié. Du haut du mât, il surplombe les 2 bateaux à l'ancrage côte à côte. Pour le capitaine du Guy à voile, avec ou sans lui, l'aventure doit continuer jusqu'au bout. L'équipe elle est déjà soudée, l'avarie a soudé encore plus l'équipe. Donc c'est une très très belle aventure avec en plus un vécu maritime fort. On est quand même un peu orphelin là. Hein.
Non, on n'est pas orphelin. Vous avez pris des bases, vous avez des très très bons skippers avec vous. C'est vraiment avec regret que je vais vous voir partir demain, c'est clair. Gros cœur. Nouveau bateau, nouveau départ. Mais le temps est compté. Le catamaran devra être de retour au port dans les 8 jours. Un délai qui ne laisse aucune marge d'erreur de cap. Le gire pourra être atteint d'ici 3 ou 4 jours. Mais en comptant le trajet retour, cela ne laissera à l'équipe que 24 heures au mieux pour y effectuer les prélèvements. Un contre-la-montre s'engage vers une destination qui ne figure sur aucune carte. Les qualités et les compétences de chacun apportent beaucoup à la réussite. Donc je rends un hommage aujourd'hui à tout cet équipage qui reste soudé pour aller jusqu'au bout. Les prélèvements en mer s'enchaînent. Une traque sans répit, sans concession. Des gestes sans relâche répétés. À 6000 km de là, une autre expédition 7e continent est en cours. Des collégiens et lycéens se sont rassemblés pour collecter des déchets en bateau et à pied le long de la Seine. Une action menée en partenariat avec l'agence de l'eau Seine-Normandie. On va les mettre en tas et puis après ce sera emporté. Et ce sera recyclé pour faire, par exemple, ça ce sera pour faire du goudron. Ça, des pulls, les bouteilles, des pulls. Des pulls. Donc l'idée qu'on a eue, c'est vraiment de faire une expédition miroir à la descente de la Seine. La Seine traverse 25 départements et l'expédition de Patrick dans l'Atlantique avec des étapes pour à chaque coup sensibiliser sur la nécessité du ramassage, de la collecte des macrodéchets qui derrière au final va se retrouver en mer. L'agence a fait vraiment ce lien entre l'eau des sources jusqu'au niveau des côtes maritimes puisque nous avons compétence sur l'ensemble de ces milieux et que finalement c'est un échange permanent entre l'amont et l'aval, entre les poissons qui vont remonter la rivière jusqu'aux sources et nos déchets qui vont descendre jusqu'à la mer et finalement s'y perdre tout en restant dans ces gîtes. Le constat sera accablant. Sur une distance de 200 mètres, 20 scolaires auront ramassé 200 kg de déchets en moins de 20 minutes. Allô? Oui, Patrick. Tu nous entends? Ouais, super, bonjour à tous. Et croyez-moi d'en parler quand on a rédigé notre journal de bord hier soir. Il faut vraiment venir voir ce qu'il y a sur place pour prendre conscience de la gravité du problème. Donc en fait on est en train de naviguer sur une sorte de soupe de paillettes de plastique. Voilà, et c'est ça cette pollution que nous on peut remarquer là sur place dans le gîte. On ne s'imagine pas ce qui peut se passer dessous et quand on voit ce qu'on vous ramène là, ça fait froid dans le dos. Et merci pour ce que vous faites, merci pour ce que vous faites. Claire est à son poste d'observation, quand soudain, elle aperçoit une silhouette blanche se détacher du bleu de l'océan. Un macro-déchet. Une magnifique cachette. Oh, avec des poissons, des petits balistes. Vite, attends. Vite, on va la mettre. Ça y est? Ça y est.
C'est marrant, c'est mélanger plein de plastiques différents. Ouais. Regarde, il y a du... Et là, si tu ouvres, à mon avis... Regarde, c'est de la sangle là. Ouais, de la sangle bleue, ouais. Sangle bleue, boule de machin et fil de beige. Parce qu'après, toi, tu as toute la microphone là, qui se balade dessus. Des œufs. La vie là. L'équipe découvre toute une vie qui semble s'organiser autour et sur ces déchets de plastique. Les poissons ne semblent éprouver aucune crainte de l'épuisette, renforçant ainsi l'idée que personne ne s'aventure dans ces régions océaniques. Nos déchets nous représentent ici et façonnent un biotope improbable. Ben voilà, donc ça c'est caractéristique elle est où, là du continent de déchets, c'est qu'on retrouve ce genre de choses dans le filtre. Hein, c'est l'eau qui est aspirée dans la mer pour refroidir le moteur. Et ça peut obstruer le refroidissement et casser le moteur. Donc on est vraiment dans la mer des plastiques, on n'est plus dans la mer des sargasses, on est dans la mer des plastiques. Là. Un casque de chantier, il passe au bateau. Voilà, on est content de ramasser du plastique, c'est pas mal. Alors ça, voilà, c'est le piège à tortue, le piège à beaucoup de choses. En une seule après-midi, pas moins de 30 macro-déchets seront collectés, à plus de 1500 km des premières côtes, en plein océan Atlantique. Pour Alexandra, ces déchets souples représentent une mine d'informations. Découpés, ils pourront être échantillonnés et subir une multitude d'expériences dans des domaines variés. Comme on a un gros morceau de déchets, en fait, j'ai découpé. Il y en a certains, on va faire de l'imagerie dessus. Sur d'autres, peut-être qu'on va faire la manip de génétique, l'identification du biofilm, l'ADN. Ensuite, il y en a un morceau que je vais garder pour analyser les polluants organiques persistants et un morceau pour les métaux lourds. Les prévisions météorologiques n'annoncent rien de bon. Faute de temps, la zone de forte concentration indiquée par Mercator Océan ne pourra certainement pas être atteinte. Et les rendez-vous avec les satellites sont compromis. On est tous bousculés par le timing. Donc on essaye de faire au mieux. Hein. De toute façon, une expédition ne se déroule jamais comme on a prévu. Là on a perdu une semaine avec le dématage du Guyavois et puis ben voilà quoi, ça décale tout. Laurent peine à tirer le filet manta. Romain lui prête main forte. Le fond du filet est gonflé par les sargasses. Romain et Alexandra doivent extraire toutes les algues du filet complètement bouchées. Les particules de plastique se collent à leurs mains. Des plastiques plein les mains. Mais le mieux on va faire quoi, ouais. De l'eau de mer est versée dans le filet afin que Patrick puisse récupérer le reste de la récolte dans un seau. Contrairement aux inquiétudes de la veille, la récolte est importante. Pour Patrick, l'objectif principal est atteint. La moisson de microplastiques du jour dépasse de loin ce qu'il a vu dans le Pacifique Nord.
Les images parleront. Était-ce une forte concentration du GIR ou juste ses prémices? Il ne reste à l'équipe que 24 heures avant de devoir prendre le cap du retour. Le jour s'est levé sur un tableau. Une mer d'huile, comme une flaque géante, perdue dans l'immensité de l'Atlantique Nord. Le catamaran glisse sur une eau sans vague, ni vent, où le temps même semble n'avoir aucune prise sur les éléments. Pour Patrick et son équipe, c'est ici que se termine le voyage. Mais cette mer sereine qui berce le catamaran semble comme cacher quelque chose. Je donne juste des petits traits de filtre dans l'eau et voilà tout ce que je récolte. Il y a déjà des bouts de filets de pêche, enfin des fils de nylon, des gros morceaux de plastique et tout ça en quelques secondes. Et regardez, un énorme bout qui passe là. Nous sommes dans le 7e continent. Là on y est. C'est tout juste énorme, angoissant. Et là, on mesure l'impact du plastique dans les océans parce que on le voit dans les images. Hein, le plastique, il est partout présent autour de nous. On est à l'arrêt et on est en train de le ramasser à la main. C'est hallucinant. Et là, de voir tout ce plastique au milieu des milliers de kilomètres des continents qui flotte comme ça à la surface de l'eau, c'était assez bouleversant en fait. Et là on se dit waouh, c'est de ma faute et de celle des autres. C'est impensable au milieu de nulle part de trouver des trucs comme ça, quoi. Donc oui, c'est choquant, quoi. Moi j'ai ramené pour mes enfants un petit échantillon du GIR. Et on va le garder, ils vont le garder et ils vont l'avoir sur la table à carte au bateau chez nous parce que c'est quand même quelque chose d'incroyable. Enfin, je pense que de l'avoir vu, ça m'a transformé. Ça allait plus loin que ce que j'imaginais et je pense qu'on est dans les concentrations qui sont reportées dans l'Atlantique Nord, dans les concentrations les plus importantes de ce que j'ai pu lire dans la littérature scientifique. On est au maximum, enfin, on était dans une zone vraiment très très concentrée. On traversait des zones où on voyait des dizaines de morceaux de plastique autour du bateau, quoi. Ça, c'était vraiment impressionnant. Là, vraiment, ouais. Alexandra prépare ses capteurs. Elle va enfin pouvoir mener ses expériences et plonger ses boules à thé dans le GIR de l'Atlantique Nord. Une pollution encore moins visible et bien plus tragique est peut-être diluée dans cette mer paisible, presque rassurante. Répertoriées, classées, numérotées, les paillettes de plastique ont enfin quitté l'océan pour revenir de là où elles venaient. Dans son laboratoire, Alexandra poursuit l'aventure. De nombreuses questions restent posées. Quel est leur impact sur les écosystèmes? Comment se dégradent-ils? D'où viennent-ils? Où vont-ils? Et surtout, que nous apprennent-ils? Quand on a classé et trié ces petits morceaux de plastique, on les avait alignés tous devant les yeux, j'avais l'impression d'avoir des petits ossements sous les yeux. Et donc je me suis dit, je suis un archéologue, mais je ne suis pas un archéologue du vivant, mais un archéologue des déchets. Donc qu'est-ce que ça apporte comme regard sur la société déjà? Et ben, c'est quand même incroyable. Enfin,
surprenant qu'on soit obligé d'étudier nos déchets parce qu'on n'a pas pu contrôler leur devenir. Donc ça, c'est déjà un lourd constat. Pour Patrick, l'aventure continue. Il pense déjà à la prochaine expédition. Il faudra revenir pour mieux étudier ce gire à peine effleuré.